5 candidats ont déjà leur place au sein du conseil municipal de Regina après le premier tour de l'élection municipale partielle intégrale de ce dimanche. Pierre Désert et 3 de ses colistiers en font partie. L'ancien maire de Matoury, Gabriel Serville, fait part de son mécontentement quant à la gestion actuelle de la mairie par Serge Smock. Dettes sociales et dossiers de la levée sont pointés du doigt. Et puis le 23 avril est la journée mondiale du livre. Elle est destinée à remettre au devant de la scène le secteur éditorial et aussi les droits et propriétés intellectuelles. Le secteur est en souffrance sur le territoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Sachez qu'il est également disponible en direct sur Facebook juste en ce moment. À la une ce soir, dans l'actualité politique, Pierre Désert et 3 autres de ses colistiers ont leur place garantie au conseil municipal de Regina. Jean-Hector Joseph, 191 voix, Pierre Désert, 190, Carole Periola, 189, Yvette Labonté, 188 voix, ex-aequo avec Catherine Vulpilla, 188 également. Il reste donc 10 places à pourvoir au conseil municipal, au sein du conseil municipal, que devront se disputer dimanche prochain au second tour les 38 autres candidats, dont les 2 anciens maires, Justin Anatole, 111 voix, et Michel Kouami, 46 voix pour ce premier tour. Cette élection intervient après la dissolution du conseil municipal de Regina en conseil des ministres le 8 février dernier. Une délégation spéciale était en charge d'assurer la transition depuis le 15 février. Quelles étaient exactement les affaires courantes sur lesquelles cette délégation a dû se pencher? Philippe Grisé est le président de cette délégation. Il revient sur ces 2 mois d'administration provisoire. Regardez le reportage. Ce dimanche à Regina, l'élection était la grande attraction de la commune. Une élection très attendue par les Reginanais qui se sont déplacés massivement. 78% de taux de participation, dont plus de 50% dès midi. C'est bien, c'est un bon score. Les années précédentes, c'était un peu moins à cette heure. Depuis plus de 2 ans, la commune tournait au ralenti. Après la dissolution du conseil municipal par le conseil des ministres le 8 février dernier, Philippe Grisé a été chargé de présider la délégation spéciale de Reginaco pour assurer la gestion de la mairie. Le fait qu'il n'y ait pas eu de budget voté depuis quelques années, j'ai signé une convention de gratuité pour les habitants de Caux, qui ont maintenant une navette gratuite 2 fois par jour. J'ai signé des conventions avec des associations pour l'utilisation du domaine communal. Et puis, je suis en train de signer une convention avec la Poste pour qu'enfin le courrier soit délivré à Caux et non pas à Roura pour les habitants de Caux. Je pense simplement que c'est un manque de majorité. Il n'y avait pas de majorité suffisante pour pouvoir faire avancer les dossiers. Et il faut espérer que ce scrutin dégagera une majorité suffisante pour pouvoir travailler correctement et développer la commune de Reginaco. À l'issue de ce premier tour, Pierre Désert, l'ancien maire, arrive en tête avec 190 voix sur 503. Le maire sortant, Michel Kouami, n'a reçu qu'un faible appui des électeurs de la commune. Seuls 46 électeurs lui ont accordé leur voix. Politique toujours, Gabriel Serville a tenu ce matin une conférence de presse pour exposer sa position sur la gestion de la commune de Matoury. Il aborde essentiellement 3 points. La dette sociale de la commune, le dossier épineux de la levée. Concernant le maire de Matoury, Serge Smock, il ne mâche pas ses mots. Gabriel Serville parle d'un hold-up institutionnel et désavoue la politique de son successeur. Les détails dans ce reportage de Gaël Wassim. La vérité est toute la vérité. Le député Gabriel Serville tenait une conférence de presse devant un parterre de journalistes et de sympathisants. Bien écoutez, j'ai été convié par monsieur le député. Gabriel Serville a assisté à cette conférence de presse dans le cadre d'un éclairage sur 3 points. Donc j'ai écouté attentivement comme les autres personnes. 3 points à l'ordre du jour, concernant entre autres la dette sociale évoquée lors du conseil municipal du 11 avril dernier et son positionnement à l'encontre du maire actuel de la commune. Le gros de la conférence de presse, c'était surtout de faire des mises au point sur des bruits mensongers qui courent à propos de la responsabilité ou pas de l'ancien maire, M. Serville, face à l'URSSAF. Aussi, faire savoir que nous ne sommes pas dans la majorité du maire actuel, M. Smock, que nous estimons son usurpation du pouvoir et sa façon aujourd'hui de gouverner avec la dynastie d'autrefois ne nous convient pas du tout.
ouvrant aussi le dossier épineux de la situation que connaissent les habitants de la Levée. Nous pensons qu'il y a une concertation possible. Les propriétaires sont d'accord, plus ou moins, selon bien entendu les cas. Et donc, on préfère privilégier cette position que de dire des choses dont nous ne tenons ni les aboutissants. Prenant position dans l'opposition, le député de la première circonscription entend rester vigilant quant aux futurs dossiers qui seront présentés lors des prochains débats du conseil municipal. Vis-à-vis des autres groupes d'opposition, nous allons nous allons travailler ensemble. À partir de l'instant où nous sommes en phase, où nous sommes d'accord sur la manière de traiter les sujets, il n'y a pas de raison pour que le travail ne se fasse pas ensemble. Mais nous allons marquer notre position de manière la plus ferme, la plus forte qui soit, parce qu'aujourd'hui, il y a des orientations qui sont prises à la mairie de Matoury et qui ne correspondent pas du tout aux engagements que nous avions arrêtés vis-à-vis de la population lors des élections de mars 2014. La création d'un nouveau groupe politique se composera de 4 élus qui siégeront dans les rangs de l'opposition, tout en privilégiant la concertation. Et notre invité du jour est Ted Gaspard. Vous êtes le président de l'Union des sociaux-démocrates. Vous venez de regarder avec nous ce reportage. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Que pensez-vous de la situation actuelle en tant qu'observateur extérieur, la situation actuelle au sein du conseil municipal de Matoury? D'abord, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices, aux sympathisants de l'USD, aux amis. La situation à Matoury est apaisée. Depuis que nous avons constitué une majorité de travail avec M. Smock. Comme vous pouvez le constater dans vos journaux, depuis 3 ans, Matoury faisait la une des journaux. Depuis le 8 septembre 2017, cela s'est estampé, puisque nous avons décidé, dans l'intérêt général de Matoury, de former une majorité de travail avec toutes les personnes de bonne volonté, afin de redresser la barre. Et je crois que le coup politique essayé par M. Serville, qui, je rappelle... Qui ne partage du coup pas votre opinion sur la question, il a de bonnes raisons quand même. Soyons factuels, M. Serville était tête de liste avec 27 conseillers, donc un groupe de 27 conseillers. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, ils sont 4 conseillers, dont son assistant parlementaire et dans son poulain qu'il souhaitait qu'il devienne maire de Matoury, et M. Florella, qui est un électron libre, qui a fait tous les groupes. Donc, il faut rappeler que le conseil municipal est une assemblée collégiale. C'est ce qui avait justement été reproché à M. Serville, c'est d'avoir une attitude unilatérale et de ne pas travailler en collégialité. Aujourd'hui, Matoury est apaisée, plus de reportages dans le quotidien, ça peut se vérifier, dans le quotidien local, régional, qui existe, plus de une avec Matoury. Je vous rappelle quand même quelques faits, historiquement. Pour la première fois, Matoury a eu une grève de ses agents. Pour la première fois, le budget n'a pas été voté à Matoury. Un déficit que nous contestons fortement. Une dette sociale dont M. Serville dit justement, je n'étais pas au courant. Cette dette sociale, vous imaginez, dites que tout va bien. La dette sociale, qu'en est-il exactement de cette dette sociale? Vous imaginez ce que M. Serville a dit? Je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé. Soit on est maire, soit on ne l'est pas. On ne peut pas ne pas être informé d'une information aussi importante et dire personne ne m'avait mis en copie après 3 ans dans une mairie. Et cela prouve bien qu'il y avait un vrai malaise à Matoury. Et lorsque M. Serville vient dans un reportage, je suis désolé, de dire qu'on lui reproche qu'il n'était pas au courant, que les informations, c'était lui le maire. Donc il ne peut accuser personne d'autre. Il nous parle d'une exonération qui aurait dû être signée en 2005, alors qu'on parle de dette de 2015. Où est le rapport, comme d'habitude? Aujourd'hui, que fait l'administration Smock au sujet de cette dette sociale qui est héritée? En tout cas, tout le monde se renvoie un peu la balle. Serville dit que ça dépend de l'ancienne. Au dernier conseil municipal, allez-y, on va payer la dette. La dette, il y a un Ça moratoire s'élève à combien aujourd'hui? 3 millions d'euros. Il y a un moratoire qui a été mis en place et ce moratoire, je crois de 136 000 euros par mois, est prélevé tous les mois sur les deniers des Matouriens. C'est la solution Smock en ce moment, c'est le moratoire. De toute façon, madame, les dettes sont payées. Voilà, je vous dis qu'il y a une vraie symbiose de travail. Et nous avons pris la responsabilité de faire une majorité de travail avec des personnes qui nous avaient combattus et qui ont vu que nous avions, comme on le disait dans les majorités, dans les mouvements sociaux, nous avons besoin que les Guyanais
travailler ensemble. Nous avons fait ce que les Guyanais attendaient de nous, travailler ensemble dans l'intérêt général. Et nous continuons. Est-ce que l'Union des sociaux-démocrates a repris aujourd'hui le pouvoir à la commune de Matoury? Très bonne question. Faux. Le maire est Serge Mock. Nous sommes dans une majorité de travail. Nous avons des désaccords, mais la personne qui tranche au final, c'est Serge Mock. Mais elle ne peut pas diriger sans vous. Vous êtes intimement liés. Madame, le fonctionnement même du conseil municipal, et c'est pour cela que M. Serville a eu des problèmes, c'est une assemblée collégiale. On ne peut pas faire sans les conseillers. C'est comme ça. Il y a des votes et il faut avoir une majorité pour que les textes que l'on amène soient votés ou pour que les projets soient votés. Donc, on est obligé de travailler ensemble. Justement, il est intimement lié à votre collaboration pour cette majorité. Il est intimement lié à l'ensemble des conseillers municipaux qui constituent la majorité. Voilà le bon terme. Mais il n'aurait pas été élu sans les voix de l'USD finalement. Tout à fait. On voit. Mais nous avons fait le choix de la sérénité à Matoury parce qu'il y avait de l'amateurisme. On le voit, un maire qui dit « Ah, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je n'étais pas en copie du mail », ça ne s'est jamais vu de l'histoire de France. « Ah, il y a eu un contrôle dans ma mairie, je n'étais pas au courant ». Il faut être sérieux un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités de construire cette majorité de travail et justement de pouvoir redonner une dynamique à Matoury, puisque Matoury doit être dynamisé. Et voilà notre but, nous travaillons, nous avons un adjoint, nous travaillons. Alors passons à Regina à présent. Vous avez donné votre soutien à Pierre Désert au niveau de la CTG. Non, excusez-moi. Au niveau de la CTG, l'USD soutient Pierre Désert. Non, pour être exact, pour être factuel, l'USD a un partenariat avec Guyane Rassemblement. Et donc Pierre Désert était sur... fait partie de Guyane Rassemblement et donc par conséquence, vous avez un soutien. Nous avons des amitiés avec chacune des personnes. Michel Kwame est Alors, ma question est de savoir pourquoi est-ce que c'est M. Madère que vous soutenez à Regina et pas M. Désert, du coup? Le projet de M. Madère, d'ailleurs, premièrement, il nous a sollicité, c'est quelque chose de remarquable, il nous a sollicité, il nous a explicité son projet. Nous avons trouvé que son projet de développement économique endogène pour la commune de Regina était futuriste, progressiste, et nous l'avons donc soutenu. Les gens qui nous sollicitent, si nous tombons d'accord sur un projet et sur une vision, nous les soutenons. Il n'y a pas de connivence, d'amitié. Seul ce qui compte, c'est l'intérêt de la Guyane. Et l'intérêt de la Guyane a toujours été l'intérêt suprême de l'USD. Merci beaucoup, Ted Gaspard, président de l'USD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le reste de l'actualité, c'était le 21 avril 2017. L'accord de Guyane a été signé à Cayenne par les élus du collectif, les élus et le collectif pour la Guyane décollée, ainsi que l'ancien maire Martin Gégère. La semaine dernière, un an après, la ministre des Outre-mer parle de 80% de plans d'urgence déjà mis en œuvre. Ce soir, nous vous proposons de revenir sur cet anniversaire dans ce reportage de Jean-Marc Dabreux. Quartier aux Lisettes, dans la banlieue sud de Cayenne, les grands frères, visage de la mobilisation guyanaise d'avril 2017, réunissent maires et habitants au sujet de l'insécurité. J'ai un peu de respect parce qu'ils ne vendent pas la dent devant ma porte. Mais c'est limité. Une population exaspérée par des trafics en tout genre, opérés en plein jour. J'ai de quoi. Les cambriolages, souvent violents, sont aussi monnaie courante. Et pour parer à toutes éventualités, certains se disent prêts à prendre les armes. On ne fait plus confiance aux hommes de loi, parce que lorsqu'on les appelle, ils ne sont jamais à la hauteur de venir. Lorsqu'ils arrivent, c'est en signe qu'ils sont sûrs que tout est terminé. Le sentiment d'insécurité reste fort en Guyane, malgré les chiffres annoncés par la préfecture en 2017. Baisse des homicides de 54%, baisse des cambriolages de 18%, renfort des forces de l'ordre avec 200 hommes supplémentaires dans l'effectif permanent. Suite à la mobilisation, en fait, c'est vrai qu'il y a une accalmie, mais après on va mettre ça sur le fait de la grève des barrages. L'activité au niveau de la délinquance a mine de rien repris. On a malheureusement déploré déjà un certain nombre de meurtres depuis le début de l'année, notamment ici à Olisette dans le quartier. On a déjà eu 3 ou 4, ne serait-ce qu'ici. Autre préoccupation guyanaise, le système de santé et le centre hospitalier André Rosemont, souvent décrié pour sa vétusté. La directrice générale nous présente les travaux en cours dans une partie de l'hôpital, un plan d'investissement de 40 millions d'euros. Mais c'est surtout important pour les patients qui sont accueillis dans les chambres, l'environnement dans lequel ils sont accueillis compte beaucoup.
Et c'est normal qu'on leur offre des chambres dignes de ce nom pour leur hospitalisation. Mais c'est la qualité des soins qui est pointée du doigt. Ces deux femmes ont perdu un de leurs proches suite à ce qu'elles considèrent comme une mauvaise prise en charge après un malaise neurologique. Elles ont décidé de porter plainte contre l'établissement. L'intervention a été quand même faite par un chirurgien orthopédique. À l'heure actuelle, on ne peut pas se rendre en toute confiance à l'hôpital de Cayenne. Bien souvent, nous sommes amenés à quitter le département pour aller chercher des soins dignes de ce nom. Un sentiment d'abandon qui nourrit l'action du collectif Trop Violence, l'une des composantes de la mobilisation. Les Guyanais nous sommes maltraités, malmenés par l'ARS, par la ministre de la Santé. Le personnel est en manque d'effectifs. Aujourd'hui, le personnel souffre et également les patients. Un an après un mouvement social sans précédent, les attentes des Guyanais restent fortes. Certains pensent même que tout peut basculer de nouveau. Un mot d'éducation à présent, vaincre le décrochage scolaire en encourageant la persévérance. Le ministère de l'Éducation dédie toute cette semaine à la persévérance scolaire. C'est une occasion d'échange entre les équipes, les élèves, les familles et les partenaires extérieurs. Cet après-midi à l'Ancre, les élèves de différents collèges et lycées ont été encouragés dans leurs efforts. Reportage de Jonathan Larieux. Ce court-métrage nous parle d'un moment que beaucoup vivent au sein de leur scolarité. Le décrochage scolaire. Alors, une période difficile dans ma scolarité où j'ai pas vraiment décroché, mais où j'ai baissé un peu les bras, donc en classe de seconde, en mathématiques. Ici, ils sont plus d'une cinquantaine d'élèves des différents collèges du littoral à être récompensés pour s'être repris en main au sein de leurs études. Quand j'ai demandé mon orientation, ils m'ont dit que si je travaillais pas, si j'améliorais pas mes notes, je pouvais pas être inscrit dans ce que je voulais. Donc ça m'a motivé et ça m'a forcé à travailler. J'ai certaines sœurs ils ont décroché plusieurs reprises et puis ils n'ont pas réussi. Et en ce moment, mes sœurs, ils sont une grande influence. Ils sont une grande influence pour moi et je suis en train de persévérer avec eux, avec leurs conseils pour ne pas abandonner, rien décrocher. Si la définition européenne du décrochage scolaire concerne les enfants qui quittent le système à 16 ans et sans diplôme, les causes de celle-ci en Guyane sont à des années-lumière du contexte hexagonal. En plus de ce que je vais appeler les facteurs traditionnels de décrochage, qui sont valables sur l'ensemble du territoire, il y a des facteurs spécifiques en Guyane qui sont liés aux structures. Donc des élèves qui connaissent des difficultés de transport, d'hébergement insalubre. Il y a un pourcentage important d'élèves qui n'ont pas nécessairement ni l'eau courante, ni l'électricité. Donc pour faire les devoirs, voilà, ça rend les choses extrêmement compliquées. Difficultés de transport, puisqu'on a des jeunes qui sont parfois obligés de se lever à 4h, 4h30. Pour se rendre à l'école. Ces jeunes, soit ils peuvent se décourager devant la difficulté, soit même s'ils s'accrochent dans ces conditions-là, eh bien ils sont fatigués. Avec plus de 1500 élèves concernés par le décrochage scolaire chaque année, cette semaine vise à mettre en avant la persévérance avec plusieurs actions jusqu'à vendredi. Dans le volet social, la grogne se poursuit entre le syndicat UTG et la collectivité territoriale. Le syndicat alerte sur les conditions de travail des agents du Haut et du Bas-Maroni. Il dénonce des carences de matériel informatique et des véhicules de service également qui manqueraient. Les agents étaient en débrayage ce matin. Un point de la situation avec la secrétaire générale UTG-CTG. Elle était au micro de Galouassim. Dans le cadre de l'organisation de la CTG, il y a un pôle formation-insertion qui est créé. Et dans ce pôle, nous avons des agences territoriales. Donc l'agence territoriale Bas-Maroni et Haut-Maroni, en fait, est dans une situation de manque de moyens récurrents, problèmes informatiques, problèmes de véhicules, problèmes d'accès à Internet. Et tout ça, en fait, bloque le travail des agents qui sont situés au niveau des agences territoriales. Et surtout, donc, celui de Saint-Laurent et de l'annexe de Maripasoula aujourd'hui, puisque l'agence Haut-Maroni, théoriquement est créée, mais n'est pas pratiquement en fait créée. Oui, ils attendent une réponse parce que nous avons écrit au président, nous l'avons informé de la situation. Le tableau des besoins a été aussi transmis au président. Et bien sûr, les agents attendent des solutions à ce problème donc de moyens. Nous avons le choix en fait de toute forme de mobilisation. Quand nous n'avons pas de réponse, eh bien, nous ferons valoir ce droit-là à la mobilisation
pour avoir les moyens nécessaires pour que les agents fonctionnent. Je rappelle que ce sont des agents qui sont depuis un certain nombre d'années dans cet état de fait. Toujours un problème, pas de téléphone, coupure de téléphone, coupure Internet, alors que ce sont des agents qui travaillent en direction du public en difficulté, en insertion. Donc nous demandons au président de bien vouloir en tout cas nous faire savoir ou en tout cas de nous réunir pour qu'on puisse travailler sur les besoins pour que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Un tour en Martinique avec plus de 300 gendarmes désormais équipés d'un smartphone professionnel entièrement sécurisé. Cet équipement leur sert lors des contrôles routiers. Ils peuvent ainsi accéder aux fichiers des personnes recherchées ou bien vérifier si le véhicule a été volé, par exemple. Nos confrères d'ATV Martinique se sont intéressés à ce nouveau dispositif. Regardez. Première arrestation de la matinée et première grosse infraction grâce à l'œil aiguisé du drone. Vous avez été repéré par notre outil que nous avons sans la ceinture de sécurité. En plus, vous étiez en à cette vitesse, donc présentez-moi les pièces afférentes à la circulation du véhicule, s'il vous plaît. Les papiers du chauffard sont réquisitionnés, mais fini le procès verbal rédigé à la main. J'ai pris la carte et là je vais scanner cette carte pour contrôler si le conducteur a son permis de conduire et s'il est recherché aussi. Je valide. Là, je procède, je vais recevoir un message. Voilà, je reçois un message. Et là, j'ai constaté que le conducteur a 12 points sur son permis. J'ai son numéro de dossier, j'ai son adresse, tous les permis qu'il a, ainsi les infractions. Mais ce conducteur-là n'a pas commis d'infraction jusqu'à présent. Un gain de temps considérable pour les forces de l'ordre. Auparavant, il fallait appeler la salle de commandement, coordonner l'immatriculation, toutes les informations, et ça prenait un temps fou. Et là, maintenant, avec cette tablette-là, sur place, on contrôle, on a la réponse immédiate. Les contrôles s'enchaînent, mais certains automobilistes ont du mal à se faire aux nouvelles technologies, comme cet homme qui roulait 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Je ne suis pas sûr que ce soit que le drone m'ait pris à la bonne vitesse, moi je ne suis pas sûr. Et je remettrai en question comment dire ça, le fait qu'il me mesurait à cette distance, je remets en question que ce soit fait par un drone ou pas. Depuis le début de la semaine, la police et la gendarmerie sont dotés d'une centaine de tablettes et smartphones auxquels ont été intégrés le nouveau logiciel sur décision ministérielle. On voit apparaître si la personne est recherchée, si elle fait l'objet d'un contrôle quelconque, voilà, ou s'il y a une mise en attention, et également pour les véhicules. Avec cet outil, les fonctionnaires de police ont accès à toutes les bases de données et un citoyen pose une question à un policier, on peut se connecter aux différents serveurs pour renseigner le citoyen sur la voie publique. En 1 heure, 16 infractions ont été relevées pour une vingtaine de contrôles. Restez avec nous dans quelques instants. La mairie de Cayenne et l'université main dans la main pour promouvoir la culture et lutter contre l'insécurité. Et puis le secteur de l'édition en souffrance en Guyane. On y revient en ce 23 avril, journée mondiale du livre. Mais avant cela, un tour en Guadeloupe, 1 an après sa fermeture pour des travaux de rénovation. C'est une structure moderne et connectée qui accueille dorénavant les visiteurs. L'aquarium de Guadeloupe offre désormais un parcours plus attractif. Ce matin, l'équipe régionale effectuait une visite au sein de cette structure essentiellement financée par des fonds de la région et de l'Europe. Reportage en Guadeloupe de Karen Diamin. Une nouvelle mise en scène dans l'espace d'aquariologie, un parcours plus attractif. 30 ans après sa création, l'aquarium de Guadeloupe a fait peau neuve. Nous avons enlevé absolument tout ce qu'il y avait avant, du sol au plafond. Tous les aquariums ont disparu et on est parti donc du bâtiment qui existait et on a complètement réaménagé. Et on avait une centaine d'espèces à l'époque et on est un petit peu moins de 300 espèces aujourd'hui. Donc oui, on a beaucoup d'espèces nouvelles. Un projet auquel la région Guadeloupe a apporté une aide financière d'environ 646 000 €. Je pense qu'on l'a déjà dit depuis 2 ans qu'on en parle. Cela rentre dans notre programme d'économie bleue, économie verte, le développement touristique, des métiers de la mer. Aujourd'hui encore, c'est un exemple avec l'inauguration de l'aquarium. Les dossiers ont été montés par le service de fonds européens et par le service touristique de Mme Sonia Taille-Pierre. Je ne le connaissais pas
avant d'arriver ici ce matin, les montants qui ont été alloués et je suis vraiment fier du travail qui se fait. Au total, la rénovation de l'aquarium se sera chiffrée à 2 870 000 € et aura permis d'offrir aux visiteurs une structure moderne, connectée et tournée vers les énergies renouvelables. Avant, on injectait dans le secteur la production électrique, là maintenant on la consomme, la production d'électricité que nous avons sur le toit, beaucoup d'isolation. Et puis un choix sur tous les équipements qui consomment moins. Vous avez vu qu'on a des puits de lumière, sur des pompes qui consomment moins avec des variateurs, sur des éclairages LED, etc. Je pense qu'on a diminué de 30 à 35% notre consommation électrique en fonction de ce qu'elle aurait été si nous n'avons rien fait. Avec ces nouveaux aménagements, l'aquarium de Guadeloupe espère accueillir entre 120 et 130 000 visiteurs. La commune de Cayenne et l'université ont tissé un partenariat. La signature de la convention a eu lieu vendredi dernier. Une collaboration dans les domaines de la vulgarisation, de la recherche, de la culture, de la coopération avec les États voisins, mais aussi de la zone Caraïbe et aussi et surtout la sécurité aux abords de l'université. Marie-Laure Finéhort, maire de Cayenne, et Antoine Primrose, président de l'université, détaillent le contenu de cette convention au micro de Gaël Wassim. Cette signature de convention, en fait, va impliquer l'université et la ville de Cayenne sur plusieurs sujets. Par exemple, sur la recherche, c'est valoriser justement les recherches qui se font au niveau de l'université. C'est également renforcer la sécurité, puisqu'il me semble que tout le monde est informé qu'il y avait des problèmes d'agression autour de l'université. Donc l'université a installé 17 caméras et la ville, ce qu'elle peut apporter, justement, c'est le fonctionnement, c'est la surveillance, c'est beaucoup plus de rondes de police municipale. Inviter les étudiants à participer à toutes les manifestations de la ville, comme le Carnat Guyane. Vous avez le Cayenne Podium Vacances, où nous souhaitons que les étudiants soient présents pour pouvoir justement parler de l'université, inciter nos jeunes à poursuivre des études sur notre territoire. Et puis n'oubliez pas que l'université est sur le territoire de Cayenne, donc forcément les principaux partenaires, nous faisons partie en tout cas des principaux partenaires. Nous sommes une université implantée dans la ville de Cayenne, donc c'est l'un de nos sites. Et c'est important effectivement d'avoir un partenariat avec notre ville, à la fois sur des aspects d'échange culturel, sur des aspects d'accueil de nos étudiants en stage dans les services de la ville, sur des aspects tels que éventuellement de la coopération avec les villes jumelées, celles avec lesquelles la ville de Cayenne est jumelée, puis sur des aspects aussi liés à la sécurité du campus, à la surveillance du campus par vidéosurveillance. Cervantes, Shakespeare, Garcilaso, de la Vega, des grands noms de la littérature universelle qui ont quitté ce monde le 23 avril. C'était en 1616, raison pour laquelle l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a fait du 23 avril, donc aujourd'hui, une journée dédiée à la promotion de l'industrie éditoriale et de la protection également de la propriété intellectuelle. En Guyane, le secteur est en déliquescence. Chris-Laure Philippe, c'est parti prendre le pouls de l'Ibis Rouge, l'une des dernières maisons d'édition guyanaise. Regardez. En cette journée de l'édition et du droit d'auteur, le bilan n'est guère reluisant en Guyane, avec un métier porté à bout de bras par quelques passionnés, mais qui se meurt tout doucement. L'édition classique, c'est-à-dire par un éditeur qui fait un choix de manuscrit, qui décide de le publier, de le financer, est devenu très difficile. Pour ceux qui connaissent bien la Guyane, 52 points de vente il y a 27 ans, il en reste 3 maintenant. Donc ils ont disparu. Pourquoi? Je vous pose la question. Là, parce qu'il n'y était pas de métier et surtout qu'on vend de moins en moins de livres. Si on supprimait le livre scolaire ici, on ne vendrait plus un seul livre. Seule à échapper à la crise, la littérature universitaire, voire scientifique, qui regorge de plumes sur le territoire. Où l'édition se porte bien, et là je suis vraiment le seul à faire ce genre de livre, c'est tout ce qui est les livres de sciences humaines, livres universitaires. Là, on a en Guyane beaucoup d'auteurs. Pour certains auteurs, le déclin du monde de l'édition et de la littérature en général est en partie guidé par une volonté politique. En Guyane, on n'a pas vraiment de politique pour les écrivains. Il n'y en a pas. Franchement, non. Les collectivités n'ont pas encore intégré cette capacité à reconnaître
ou peut-être même à lire tout simplement, hein, je n'en sais rien, les auteurs d'ici. Et ça, c'est un grand malheur. Ça montre bien dans quelle société on fonctionne. Ça montre bien quels sont les intérêts des gens. Si on ne peut pas danser dessus, ben forcément on ne peut pas. Donc ça ne fonctionne pas. Apprendre à lire, aimer lire, avoir un livre, c'est franchement secondaire à des arts où c'est le corps qui est en mouvement. Quand c'est la tête qui réfléchit, ben je pense qu'on, serment ou inconsciemment, on ne favorise pas l'émergence de cet art-là parce qu'on n'a pas tellement envie que les gens réfléchissent. Un bon conseil en cette journée du droit d'auteur et du livre, après votre journal, et si vous plongez dans un bon bouquin. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. 5 candidats ont déjà leur place au sein du conseil municipal de Regina après le premier tour de l'élection municipale partielle intégrale de ce dimanche. Pierre Désert et 3 de ses colistiers en font partie. L'ancien maire de Matoury, Gabriel Serville, a fait part de son mécontentement quant à la gestion actuelle de la mairie par Serge Smock. Dette sociale et dossier de la levée sont pointés du doigt. Et puis, le 23 avril est la journée mondiale du livre. Elle est destinée à remettre au devant de la scène le secteur de l'édition et la propriété intellectuelle. Le secteur est en souffrance sur le territoire guyanais. Nous en parlions. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. L'actualité nationale. Restez avec nous sur ATV Guyane pour le reste de nos programmes. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Excellente soirée en notre compagnie sur ATV Guyane.